Au sommaire, diaspora, mobilisation devant l'ambassade de Gambie. Tous à la CPI le 7 mars 2016. Actualité en Syrie. Actualité de la Grande-Bretagne. Et pour finir, actualité en Allemagne. Commençons tout de suite avec la diaspora. Mobilisation devant l'ambassade de Gambie. Grande première, toute la résistance ivoirienne et panafricaine se déporte devant l'ambassade de Gambie à Paris, pays de Bensouda. Meeting de protestation contre le procès de la honte, orchestré par une citoyenne gambienne aux ordres de l'Occident. Ce samedi 27 février 2016, de 14h à 20h, au 177 rue Saint-Lazare, métro Saint-Lazare. Contact 06 95 10 78 97. Mobilisation de la diaspora. Rappel. Mobilisation à La Haye le 7 mars 2016 à l'occasion de la réouverture du procès de la honte. Ce jour-là, plusieurs témoins insiders de Fatou Bensouda sont annoncés. C'est le moment de prendre son billet, 10 €, départ Gare du Nord, dimanche 6 mars 2016 à 23h30, retour Gare du Nord, lundi 7 mars 2016 à 23h30. Infoline 06 51 44 88 49. Tout de suite, Afrique et APE. Alors, docteur Basileka, déjà, bonsoir, bon retour parmi nous. Je rappelle que vous avez bagarré, je vais le dire, vous avez lutté avec la maladie, mais on va parler comme nos frères croyants. Grâce à Dieu, vous êtes là. Grâce à Dieu, oui, Bachir, merci. J'ai de nouveau le plaisir de dialoguer et d'échanger avec les Africains et tous ceux qui aiment l'Afrique. Je dois dire que j'ai été particulièrement touché parce que on m'a appelé vraiment des endroits d'où je ne pouvais imaginer que l'on suce mon nom, des pays que je ne vais pas rappeler, mais et je remercie tous ceux qui m'ont soutenu parce que ces choses-là sont quelquefois utiles. Ces choses-là sont quelquefois utiles. Alors, oui. Docteur Basileka, on va pas revenir sur l'extrême nord. Absolument. Ça, c'est déjà fait. Beaucoup de personnes ont parlé. Mais vous avez vu la dangerosité du Cameroun sous un autre prisme. Vous parlez des APE qui vont entrer en effectivité. Le 4 août 2016. 4 août 2016. Oui. Les accords de partenariat économique, c'est de ça que nous parlons. Tout à fait. Oui. Bachir, vous savez qu'on a beaucoup parlé du Cameroun, mais il est utile de rappeler un certain nombre de choses. Le Cameroun, c'est ce pays-là qui a connu 20 ans des programmes d'ajustement structurel. 20 ans. Aucune théorie économique ne prévoit qu'un pays puisse tenir dans ce genre de programme pendant autant de durée. 20 ans, c'est une génération. 20 ans. Et après ça, quand il sort en devenant un pays pauvre et très endetté, eh bien, il y a les crises extérieures qui viennent s'ajouter et tout de suite après, il y a Boko Haram qui démarre. Vous savez, je suis obligé de revenir dessus. Boko Haram, ce n'est pas que des morts. Boko Haram, c'est la canalisation des ressources économiques, des ressources financières et économiques très importantes vers le front, au détriment des autres activités et du développement économique. En plus de ça, vous savez, tout le monde sait que le prix du pétrole, dont le Cameroun est un petit exportateur, sont en chute libre. Ça, je vous dis, ne croyez pas, on parle du marché. Il y a un grand économiste qui avait dit que le marché, c'est une main invisible. En réalité, c'est des stratégies. C'est tout simplement pour amener notre pays à l'affaissement de ses possibilités financières, de telle manière que non seulement il ne puisse pas faire face à Boko Haram, que non seulement il ne puisse pas s'opposer à préparer de bonne façon son développement économique. Nous l'avons prévu, nous avons prévu notre émergence pour 2035. Toutes ces choses-là, et avec le pétrole, la plupart des autres matières que le Cameroun met sur le marché international sont également en chute libre. Et donc, sur ces entrefaites, le Cameroun se trouve être le seul pays d'Afrique qui a signé et qui a ratifié l'accord de partenariat économique.
je voudrais simplement rappeler aux autres Africains qu'ils ont encore la possibilité de rattraper cette affaire. Ah ouais. Parce que pour le Cameroun, comme on dit en mauvais français, les carottes sont carrément cuites. Et tout à l'heure, on a évoqué des tas de problèmes et en repensant à ce que j'évoque ici, je me dis, mon Dieu, comment fera-t-on pour tenir face à toutes ces difficultés? Mais il y a une possibilité. C'est que ceux des Africains qui n'ont pas encore signé avec l'Union européenne puissent négocier et négocier de bonne façon. L'OMD demande la libéralisation des échanges au plan mondial, l'OMC, pardon, excusez-moi. Organisation mondiale du commerce. Simplement, il suffit de dire maintenant à l'Union européenne, ok, on laisse tomber la douane pour vos importations et pour nos exportations. Nous allons le faire avec la Chine, nous allons le faire avec la Russie, nous allons le faire avec l'Inde et avec tous ceux qui sont demandeurs. Et là, je crois qu'on pourra un peu canaliser la menace qui pèse sur le Cameroun et l'Afrique, parce que tout à l'heure, on a rappelé que le golfe de Guinée se trouve être au cœur de l'avenir de l'Afrique. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est quelque chose que les autres pays africains qui n'ont pas encore signé ne puissent pas suivre aveuglément le Cameroun. Et c'est une véritable stratégie qu'il faut mettre en place. Et je voudrais dire que moi, dans ma maladie, j'ai eu une bonne nouvelle. C'est que l'Union africaine a enfin évoqué la possibilité de quitter le problème de la haie. Oui. Je crois que il est temps, et que ce soit un début, que ce ne soit pas simplement on va dénoncer les accords de la haie et le TPI, mais que ce soit on va dénoncer tous les accords économiques, financiers qui plombent l'avenir de l'Afrique et qu'à ce moment-là, toute l'Afrique fasse bloc. Merci Bachir une fois de plus de m'avoir invité. Merci à vous surtout d'avoir accepté de partager ce moment avec nous. Tout de suite, actualité en Syrie. Madame, monsieur, bonsoir. Pluie d'attentats en Syrie. L'État islamique a encore frappé. Homs, la troisième ville du pays, a dû faire face à l'attentat le plus meurtrier depuis 5 ans. 2 attaques à la voiture piégée ont fait une 60aine de morts. Près de Damas, un autre attentat djihadiste a frappé un sanctuaire chiite. On dénombre une 100aine de victimes. L'État islamique a revendiqué ces 2 actions meurtrières. Après des opérations toujours plus musclées de la Russie sur le terrain, ces attaques sont le symbole de l'étranglement des terroristes qui jouent désormais le tout pour le tout. En effet, Moscou l'affirme depuis le début, tous les terroristes sont ciblés. Les frappes pleuvent sur les bastions djihadistes. Certains comparent même la situation avec Stalingrad. Depuis plusieurs années, Vladimir Poutine a fait de l'antiterrorisme une priorité. Au-delà de la démonstration concrète sur le terrain, les réflexions sur le sujet sont également au cœur de l'actualité. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le RISI, l'Institut russe de géostratégie, a organisé un colloque sur le terrorisme international et les relations franco-russes en invitant TV Liberté comme partenaire privilégié de cette rencontre, une première. Le séminaire était animé par le général Léonid Rechetnikov, directeur de cet institut, et Alexandre Douguine, philosophe et politologue, auteur notamment de l'Appel de l'Eurasie. En partenariat avec le RISI, TV Liberté a proposé plusieurs intervenants ayant régulièrement la parole sur notre chaîne, parmi eux Xavier Moreau, conférencier et homme d'affaires installé en Russie, Nicolas Mirkovic, auteur du Martyr du Kosovo aux éditions Picolec. Emmanuel Leroy, porte-parole de l'association Urgence Enfants du Donbass, était quant à lui présent en tant que représentant de TV Liberté. Sa communication a permis de revenir sur les causes et les facteurs de l'expansion du terrorisme ces dernières années. Le colloque s'est soldé par un bilan précis des menaces terroristes tout en pointant clairement du doigt la responsabilité des États-Unis dans l'envenimement des conflits au Proche et au Moyen-Orient. Et la rencontre a été saluée par l'ensemble des participants. Un nouveau séminaire devrait d'ailleurs être organisé à Paris au printemps prochain. Tout de suite, actualité en Grande-Bretagne. La route sera longue pour David Cameron. Après avoir arraché un accord renforçant le statut spécial du Royaume-Uni dans l'UE, le Premier ministre britannique doit maintenant convaincre ses compatriotes. Si les travaillistes souhaitent rester membres de l'Union, le camp conservateur est divisé. Un référendum sera organisé le 23 juin. Pierre Bergerot.
Reprenons le contrôle, voilà la volonté de 6 ministres du gouvernement de David Cameron, hostiles au maintien de leur pays dans l'Union européenne. Les 6 rebelles ne sont pas esseulés. Selon un sondage, près de la moitié des députés de la majorité se prononceraient en faveur du Brexit. Dimanche, le maire conservateur de Londres, Boris Johnson, a également déclaré qu'il ferait campagne pour la sortie, dénonçant un projet politique menaçant la démocratie. Mais je pense que personne ne peut prétendre que cet accord est une réforme fondamentale de l'UE ou de la relation de la Grande-Bretagne avec l'UE. La dernière chose que je voulais était d'aller contre David Cameron ou le gouvernement. Mais après une réflexion crève-cœur, je ne crois pas pouvoir faire autre chose que de défendre le vote pour la sortie du Royaume-Uni, ou quel que soit le nom qui sera donné. Le charisme et la popularité du maire de Londres pourraient bien faire basculer le rapport de force. Pour le moment, les tenants du Brexit restent minoritaires à 33%. David Cameron doit maintenant convaincre 19% d'indécis. Vendredi, après la conclusion de l'accord avec Bruxelles, le Premier ministre britannique s'est montré optimiste. Avec ce nouvel accord, je pense que le temps est venu pour moi de tenir les promesses que j'avais faites lorsque je suis revenu pour un deuxième mandat en tant que Premier ministre. Donc demain, je vais présenter cet accord au gouvernement et lundi, je m'adresserai au Parlement et commencerai le processus défini sur notre loi sur le référendum européen pour tenir ce référendum sur la présence de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Le peuple britannique doit maintenant décider soit de rester dans cette Union européenne réformée, soit de partir. Cela sera un moment historique qui déterminera le destin de notre pays. L'accord garantit explicitement à Londres une exemption concernant l'objectif d'une union sans cesse plus étroite, offre des concessions importantes sur les prestations sociales versées aux travailleurs européens installés dans le pays et préserve les avantages de la City. Si l'Angleterre devait sortir de l'Union européenne, l'événement pourrait signer la fin de l'UE et l'émergence d'une nouvelle Europe des nations. Après avoir voté contre l'indépendance, l'Écosse serait également obligée d'organiser un référendum pour se maintenir en Europe. En France, les concessions arrachées par David Cameron donnent des idées à certains. Le député Front National au Parlement européen Bernard Monod parle déjà de Franxit. Et pour finir, actualité en Allemagne, un général écrit à Merkel. Le pays hôte a le droit de fixer les règles. Le général de division, Gerd Schulz-Frunhof, écrit dans sa deuxième lettre à Madame Merkel: vous avez réduit la discussion sur l'accueil des immigrants à 2 termes, culture de bienvenue et xénophobie. En faisant cela, premièrement, une discussion concernant les peurs et les soucis d'une grande partie de la population a été réprimée et contournée. Et deuxièmement, la nation a été divisée. 2 termes plus adéquats seraient invité et hôte. Le peuple allemand, en tant qu'hôte, a manifesté énormément de serviabilité envers les invités et a fait preuve d'un grand idéalisme. Gerd Schulz continue. Mais vous, Madame la chancelière fédérale, vous n'avez pas pris en considération et montré clairement que les hôtes ont aussi des droits. Tout hôte peut déterminer combien d'invités il veut héberger dans sa maison. Tout hôte a le droit de fixer les usages dans sa maison. Tout hôte a le droit de refuser une prise de possession à long terme de sa maison par les invités. Les invités doivent respecter ces droits de l'hôte, s'intégrer et s'ajuster aux conditions du pays hôte. S'il n'est pas possible que les hôtes individuels y arrivent, si les hôtes n'y arrivent pas individuellement, c'est à l'État du pays hôte d'assurer cela pour ses citoyens. Sous votre gouvernement, on ne voit rien de cela. Au contraire, vous ordonnez, l'Allemagne doit changer. S'il vous plaît, propagez cette émission et la lettre ouverte du général de division Gerd Schulz-Frunhof, afin qu'on prête l'oreille aussi à cette contre-voix. Merci beaucoup et bonne soirée. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.